Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Panini Comics, on va passer en revue les nouveautés à paraître en octobre 2024 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous remarquez des erreurs ou des oublis, et il y en aura forcément, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, c'est aussi fait pour ça. On commence par Urban Comics qui nous propose ce mois-ci 15 titres, dont 2 initialement prévus en septembre. Il s'agit de Duke et de Commander Cobra, 2 titres de l'Energon Universe dont j'ai déjà longuement parlé dans la vidéo du mois dernier. Je vous invite à aller y jeter un œil si ce n'est déjà fait. Batman est de retour chez Urban en octobre avec 3 nouveaux titres. On aura ainsi le 5e tome du Batman Dark City de Chip Zdarsky, principalement dessiné par Jorge Jiménez, accompagné de Michele Bandini et du légendaire Dennis Cowan en guest sur l'épisode 150. En ce qui me concerne, j'ai lâché l'affaire au tome 3 et j'ai plus du tout l'envie de m'y remettre. Si on est allergique aux runs interminables, on peut être davantage tenté par Batman City of Madness, un récit complet qui paraît en Black Label, écrit et dessiné par Christian Ward. Batman y découvre une sorte de version inversée et infernale de Gotham City et doit l'empêcher d'infecter notre propre monde. Le scénario donne une certaine impression de déjà-lu. Après, restent les planches de Christian Ward, aux traits et à l'utilisation des couleurs très particulières. On y est sensible ou pas, j'avoue que c'est pas vraiment mon cas. Du coup, mon conseil Batman du mois, ce sera plutôt la réédition en intégrale du Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank. Pour rappel, le principe des titres estampillés Terre 1 est de réinventer les principales icônes de l'univers DC dans un cadre plus contemporain et souvent plus réaliste. C'est le cas ici, où l'on suit donc les premiers pas de Bruce Wayne dans le costume de Batman. Des premiers pas nettement plus balbutiants que dans l'univers classique, ce que le personnage va apprendre à la dure. Geoff Johns fournit un scénario solide qui joue pas mal avec les attentes des lecteurs habituels du personnage et qui offre aussi une porte d'entrée assez parfaite pour les nouveaux lecteurs. Et Gary Frank est, comme toujours, impeccable. La publication de la série se sera étalée sur presque 10 ans, de 2012 à 2021. Là, on va pouvoir tout lire ou relire d'une traite, ce qui est on ne peut plus appréciable. Autre personnage à l'honneur ce mois-ci, mais c'était déjà le cas le mois dernier, sortie cinématographique oblige, Harley Quinn, avec la publication du premier tome de sa série de 2000, écrite par Carl Kesel et dessinée par Terry et Rachel Dodson. Une série restée inédite jusque-là en France, à part, me semble-t-il, le premier épisode. Ce premier volume réunit les 8 premiers numéros. Et c'est très joli, Dodson oblige. On s'amusera notamment dans les premières pages en assistant à la transformation graphique du personnage. Après, côté scénario, ça m'a semblé ni meilleur ni pire que n'importe quelle autre série consacrée à Harley Quinn. C'est-à-dire qu'au bout de 3 épisodes, ça m'est tombé des mains. Bref, les fans seront ravis, les autres peuvent continuer à passer leur chemin. A noter également la réédition sous le label Urban Blast de Harley Quinn Breaking Glass par Mariko Tamaki et Steve Pugh. Là encore, graphiquement, ça a vraiment de la gueule. Pour le reste, je fais définitivement pas partie du public visé. Autre titre dont la publication est due principalement à l'annonce d'une série à venir, le premier tome de Creature Commandos présente Frankenstein. Au sommaire, on trouvera la réédition de la mini-série de Grant Morrison et Doug Mahnke, parue en 2006 dans le cadre de la série Seven Soldiers, et on aura surtout droit aux 7 premiers numéros de la série de 2011 Frankenstein Agent of Shade de Jeff Lemire et Alberto Ponticelli. La série faisait partie des 52 titres lancés à l'époque dans le cadre du New 52, et c'était une des séries les plus originales et les plus barrées de l'éditeur à cette époque. Le monstre de Frankenstein se retrouve à la tête d'une équipe de créatures plus ou moins inspirées des classiques du fantastique, une équipe qui doit protéger la Terre de menaces encore plus monstrueuses. Et c'est vachement bien. Le scénario de Jeff Lemire est sans arrêt inventif et balance tout un tas de menaces invraisemblables à la tête de ses héros, et Alberto Ponticelli n'est jamais aussi bon que quand il dessine des bestioles bizarroïdes qui s'agglutinent sur la page par paquets de mille. On conseillera notamment cette série aux fans de Hellboy et du BPRD, et aux amateurs de fantastique tendanceware de manière générale. Les monstres qui composent l'équipe des Creature Commandos ne seront pas les seuls mis à l'honneur par Urban ce mois-ci, puisque l'éditeur entame également la publication de titres estampillés Universal Monsters, soit les classiques cinématographiques du studio Universal modernisés et adaptés en comics. On aura ainsi L'étrange créature du lac noir vit toujours, écrit par Ram V et Dan Waters et dessiné par Matthew Roberts. On y retrouve donc le monstre du film de Jack Arnold de 1954, mais dans un contexte contemporain, peuplé de serial killers et de narcotrafiquants.
Et on y suit en premier lieu une journaliste dont l'enquête sur un tueur en série vire à l'obsession et la conduit jusque dans la forêt amazonienne. Un chouette récit, très bien illustré par Matthew Roberts, qui s'interroge sur la véritable nature de la monstruosité. Autre titre Universal Monsters, Dracula par James Tynion IV et Martin Simmons, soit le duo auquel on doit la meilleure série de ces dernières années, The Department of Truth. Contrairement à Ramsey et Dan Waters, Tynion signe un récit d'époque et reste très fidèle au scénario du film original de 1931, quoique son histoire se concentre exclusivement sur la partie qui se déroule à Londres. Ça donne un album d'un grand classicisme dont l'intérêt premier est la prestation de Martin Simmons, visiblement très inspiré par cette histoire. Chouette lecture donc, maintenant j'aimerais bien que Tynion et Simmons se remettent au plus tôt à Department of Truth. En attendant, Urban nous offre 2 autres occasions de lire James Tynion IV ce mois-ci. On aura ainsi droit au premier tome du Déviant, sous-titré Un conte de Noël, et dessiné par Joshua Hickson. Et si le sous-titre vous fait penser Fête de famille, crèche sous le sapin et Rudolph le reine du Père Noël, bon ben non, là il est plutôt question d'un tueur en série habillé tout en rouge. Mais le Déviant n'est pas non plus un pur slasher bourrin, on y suit l'enquête d'un jeune scénariste de comics qui tente de découvrir la vérité sur une série de meurtres ayant eu lieu 50 ans plus tôt. On sent Tynion très investi dans cette histoire, on pourrait d'ailleurs s'amuser à lister les ressemblances existantes entre son héros et lui-même. Ça donne en tout cas un premier tome très réussi, où le côté violent de l'histoire sert à aborder quelques thématiques vraiment intéressantes. Autre titre signé James Tynion IV, tout aussi réussi que Le Déviant, voire encore meilleur, le premier tome de World Tree, dessiné par Fernando Blanco. Cette fois, le scénariste imagine une face cachée d'Internet, baptisée l'Undernet, qui ferait passer le Darknet pour un forum de fans de Peppa Pig. D'autant plus que l'Undernet a des effets bien visibles sur le monde réel, que les morts vont pleuvoir tout au long de cette histoire, et qu'à terme, il est question ici de la fin de notre civilisation. Voilà pour les enjeux. Certaines idées que développe Tynion ici rejoignent celles développées dans le très chouette mindset de Zach Kaplan et John Pearson, mais ici le scénariste en tire un récit nettement plus musclé et sanglant, très efficacement mis en scène par Fernando Blanco. Le genre de récit qu'aurait pu signer un Warren Ellis au meilleur de sa forme et qui confirme que James Tynion IV est le scénariste américain le plus inspiré du moment. Dans un genre très différent, on aura droit au 2e tome de Fluff Fairyland, toujours signé Scotty Young et Brett Bean. C'est toujours aussi bête et méchant et gore, avec de vrais morceaux de membres de créatures féeriques dedans, et dans le genre, ça reste une lecture détente hautement conseillée. Est-ce qu'Urban Comics causera Marvin en octobre ? C'est très probable, puisque sortira également La Légende de Zorro, écrit par Johnston McCulley, et surtout dessiné par l'immense Alex Toth. Alex Toth, on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois à l'occasion de la parution chez Delirium de ses récits initialement publiés dans les revues Creepy et Eerie, c'est le maître du noir et blanc américain, et ses histoires inspirées de la série télé de la fin des années 50 en sont une preuve supplémentaire. Et comme en plus Urban nous promet un paratexte conséquent pour accompagner ses planches, l'achat me semble indispensable, même quand on possède déjà la VO comme c'est mon cas. Et je risque de me retrouver face à un cas de conscience similaire avec la sortie du premier tome de l'intégrale de Scalped de Jason Aaron et R.M. Guerra. L'histoire de Dashiell Bad Horse, de retour dans la réserve indienne où il a grandi, 15 ans après l'avoir quitté, et qui va se retrouver au centre d'une situation explosive où il va devoir faire face à la fois à son histoire passée et à des menaces bien présentes. C'est une pure merveille de polar, d'une noirceur absolument terrible, et qui s'appuie sur une galerie de personnages assez inoubliables. J'attends de voir ce que cette édition propose comme bonus, mais ne serait-ce que pour profiter des planches de Guerra en grand format, j'avoue que c'est tentant. On aura également quelques belles choses du côté de chez Delcourt, à commencer par Ad Astra in Africa de Barry Windsor Smith, qui paraît enfin en France, 25 ans après sa publication originale chez Fantagraphics. Ad Astra in Africa, ça devait être à l'origine le 3e live def dessiné par Windsor Smith dans les pages d'Uncanny X-Men, des épisodes en marge des récits principaux et centrés sur le personnage de Storm. Panini les a récemment réédités dans un Marvel Must-Have consacré à Barry Windsor Smith. Sauf que ce live def 3 a été retoqué par Marvel. Pas grave, Barry Windsor Smith s'est contenté de remplacer Storm par Ad Astra, l'un des personnages de sa série Young Gods, et il est allé proposer son histoire ailleurs. Ce qui nous donne donc ce récit réalisé dans un noir et blanc assez sublime par un Barry Windsor Smith au sommet de son art. Seule critique que je pourrais faire a priori sur cette édition, c'est son prix, 15,50€ pour un album de 52 pages. En revanche, je connais pas le format de l'album, et si pour le prix, Delcourt avait la très bonne idée d'opter pour un très grand format, il n'est pas exclu que je me laisse tenter.
Sorti également du tome 2 de Walking Dead Clementine de Tillie Walden. J'avais bien aimé le premier tome, dans une ambiance très différente de la série principale, plus apaisée, mais tout aussi tragique sur le fond. Je serais donc ravi de poursuivre l'histoire de ce personnage. Sorti du nouveau Ed Brubaker Sean Phillips, La Maison des Impies, et, un peu comme c'était déjà le cas pour Là où gisait le corps, c'est une cuvée plutôt décevante, quoique pour des raisons assez différentes. On y rencontre une femme qui, des années plus tôt, a été impliquée dans un scandale à base de culte sataniste et d'enlèvement d'enfants, et qui voit brusquement son passé ressurgir. Brubaker s'inspire ici de faits réels qui avaient déjà inspiré James Tynion de Forth pour l'une des intrigues principales de The Department of Truth, mais ici, on a l'impression que le scénariste ne sait pas vraiment où aller à partir de là, et la fin de cette histoire est pas loin de tourner au ridicule. Restent quelques bonnes séquences et une caractérisation des personnages toujours aussi réussie, mais on a pris l'habitude d'en attendre davantage des récits de Brubaker. Les amateurs de Spawn seront sans doute ravis de voir sortir le tome 4 de Scorched, l'Escouade infernale, écrit par Sean Lewis et par John Layman qui lui succède à partir de l'épisode 23, et dessiné principalement par Steven Segovia. Et puis, on aura également droit à une nouvelle édition du premier tome de Spawn, la série principale. Je sais pas exactement ce qui différencie cette édition de la récente édition spéciale 30e anniversaire, si ce n'est que ce volume est 10€ moins cher et qu'il compte une bonne centaine de pages en moins. Quoi qu'il en soit, on devrait retrouver les premiers numéros de la série, y compris les épisodes écrits par Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller et Dave Sim. A voir aussi si la date de sortie ne sera pas repoussée, le site de Delcourt l'annonce pour le 23 octobre, tandis que sur les sites de vente en ligne, ce serait plutôt le 6 novembre. Autre réédition annoncée, celle de Hellboy, l'homme tordu, un récit écrit par Mike Mignola et dessiné par le gargantuesque Richard Corben, et qui sera également accompagné de sa suite, le retour d'Effie Kolb, dessiné quant à lui par Zach Howard. Une réédition qui s'explique par la sortie prochaine d'un nouveau film Hellboy dont le scénario reprend celui de l'homme tordu. Par contre, me demandez surtout pas quand ça sort, j'en ai aucune idée. Et je m'en fous un petit peu. Sorti enfin d'un nouveau Berserker, le guerrier immortel imaginé par Keanu Reeves, album baptisé Bloodlines et qui réunit deux récits, Fallen Empire par Mattson Tomlin et Rebecca Isaacs et Poetry and Madness, signé quant à lui Steve Skroce. Et même si les occasions de retrouver cet artiste sont rares, Berserker, vraiment, je peux pas. Je parlais un instant de Richard Corben, sachez que la version régulière de Den 2 Move of Womb sera disponible en librairie à partir du 18 octobre. J'ai déjà eu l'occasion de présenter la version collector que les contributeurs au financement de l'œuvre doivent déjà avoir reçue. On en reparlera encore très certainement, c'est un des chefs-d'œuvre de la fantasy américaine. Chez Comics Initiative, sorti de The Good Asian de Pornsak Pitchetshot et Alexandre Tefengi. Un récit qui a été récompensé en 2022 par un Eisner Award et un Harvey Award, excusez du peu. À vrai dire, c'est un titre que j'imaginais plutôt voir paraître en France chez Urban ou chez Delcourt. Bon, finalement, il aura fallu passer par un financement participatif pour le voir enfin arriver chez nous. Tout est donc bien qui finit bien. Parce que The Good Asian est un très bon récit, un polar classique dans la forme, situé dans le San Francisco des années 30 et qui, à travers l'histoire personnelle de son héros, un détective privé d'origine chinoise, et à travers l'enquête qu'il mène, met en lumière tout un pan de la société américaine de l'époque, et pas un de ses pans les plus reluisants. Ça fait évidemment également écho à tout un tas de problématiques toujours très actuelles, et pas seulement limitées aux États-Unis, et on y reviendra évidemment plus en détail dès que ce sera sorti. Toujours chez Comics Initiative, sortie de Feuille Rouge de Massimo Rossi et Ivan Fiorelli. Massimo Rossi, c'est un scénariste italien qu'on a déjà eu l'occasion de lire en France. Comics Initiative avait par exemple publié Locust, et récemment il signait Barbarian King aux éditions Réflexion. Quant à Ivan Fiorelli, il est très présent ces derniers temps chez Marvel, notamment sur les Fantastic Four de Ryan North et sur les Avengers de Jed McKay. Ici, on le retrouve dans un style très différent pour une histoire située en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'une mère et sa fille attendent le retour du père du front. Ça donne un récit fantastique qui glisse progressivement vers l'horreur, sans doute pas très original, mais qui parvient à installer une ambiance assez prenante tout du long. Chez iComics, sorti enfin d'un titre dont on nous rabat les oreilles depuis des mois, Downrunner de Ramvi et Evan Kegel. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Evan Kegel signe des planches assez superbes, qui puisent davantage leur inspiration du côté des mangas que des comics. La seule chose que je pourrais lui reprocher à la rigueur, c'est la lisibilité de ses scènes d'action qui est loin d'être parfaite.
Côté scénario, là aussi Ramvi est allé chercher son inspiration du côté du Japon. En gros, Down Runner raconte une histoire de grosses bagarres entre kaiju et mechas géants, mais en parallèle, le scénariste raconte une histoire beaucoup plus intime, une histoire de perte et de deuil. Le scénario est assez prévisible dans sa progression, et il tire quelques grosses cordes pour faire avancer son intrigue, mais ça reste plutôt pas mal. Est-ce que tout ça va me convaincre d'acheter à nouveau un titre iComics ? Ben, probablement que oui. Le trade paperback américain est annoncé que pour décembre, dans un format classique, alors que la version française, si les gens de iComics s'en tiennent à ce qu'ils ont promis, sera dans un format plus grand, pour un prix qui reste 4 ou 5 euros trop cher, 25 euros pour 168 pages, mais dans le genre, ils ont fait tellement pire, et ils feront encore plus pire dès le mois prochain, que celui-ci, ouais, je vais probablement le leur acheter. En revanche, leur édition collector noir et blanc à 50 euros pour 40 pages de plus, je vous dis pas où ils peuvent se la mettre, à force de stocker des bouquins à cet endroit, ça va finir par compliquer leur transit intestinal. Pour ce qui est des Teenage Mutant Ninja Turtles classiques, par contre, là, ça fait un moment que je suis passé à la VO. D'accord, l'édition IDW est sans doute moins belle, mais elle est moins chère et dans un plus grand format. Ce tome 6, qui devrait être le dernier, réunit des récits parus entre 1983 et 1989, certains par Kevin Eastman et ou Peter Laird, d'autres par des auteurs comme Michael Zulli ou Rick Veitch. Autant dire qu'il y a de très chouettes choses au sommaire, mais, encore une fois, de mon point de vue, je préfère de très loin la VO. Dernière sortie iComics du mois, Rick et Morty Maudit Milkshake d'Alex Firer et Fred C. Strassing. Du peu que j'ai lu de ces titres, vraiment, il y a plus d'idées et de dingueries dans 15 secondes du cartoon original que dans 168 pages de la version comics. D'ailleurs, dès que j'ai fini le montage de cette vidéo, je retourne me regarder les 4 premières saisons en boucle, donc on va accélérer. Chez Bayard, sortie de Mobilis, Ma vie avec le capitaine Nemo de Juniba. Un récit inspiré de l'œuvre de Jules Verne qui transpose dans un monde post-apocalyptique où la plupart des terres ont disparu sous l'eau. Celui-ci, on en reparlera certainement au moment de sa sortie. Chez 404 Graphics, sortie de Judas, de Jeff Loveness et Jacob Rebelka, soit la vie de l'apôtre qui trahit Jésus, sa vie et surtout sa mort et ce qui lui est arrivé ensuite. A priori, c'est le genre de titre que j'aurais même pas envisagé de lire, sauf que, écrit par l'auteur d'Apparition dans le ciel de Berlin-Est et dessiné par le créateur du Dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, forcément, ça intrigue, et à juste titre. Au-delà des questions religieuses qui y sont abordées, et on sent que le scénariste a quelques comptes à régler avec son éducation chrétienne, c'est aussi une sorte de métafiction où les personnages s'interrogent sur les rôles qu'on leur fait jouer. Bref, c'est un album très singulier, et là aussi on en reparlera plus en détail à la fin du mois. Et pour finir, Vestron lance un nouveau label avec Tortue Ninja Hello Halloween, un album de 48 pages grand format et cartonné, clairement à destination des plus jeunes lecteurs. À côté de ça, on retrouvera les habituels petits formats propres à Vestron, avec le tome 4 de l'intégrale Power Rangers par Kylie Gins et Daniele Nicuolo, et le tome 3 de Go-Go Power Rangers Year One par Ryan Parrott et Dan Mora. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.